On va vous lire en premier un texte de Suzette Hayden Alvin qui s'appelle La construction de l'Aadan et qui date de 1988, qui est l'introduction en fait à un dictionnaire d'une langue qu'elle a inventée, qui s'appelle First Dictionary and Grammar of l'Aadan. Il a été traduit en 2020 par Colline Sunier et Charles Mazet, qui l'ont publié sur leur blog qui s'appelle Futur, et qui nous ont autorisé à le publier, à publier leur traduction dans le reader jaune qui est là. Je commence ? Ouais. À l'automne 1981, j'ai été impliquée dans plusieurs activités qui, d'apparence, n'avaient pas de rapport entre elles. On m'avait demandé d'écrire une critique scientifique du livre de Cherise Kramare, Women and Men Speaking. Je préparais un discours pour la convention de science-fiction, la WISCON, prévue en mars 1982, où je devais être l'invité d'honneur, et je lisais et relisais Gödel, Escher, Bach de Douglas Hofstadter. J'avais également lu une série d'articles de Cecil Brown et al. Sur le sujet de la lexicalisation, c'est-à-dire l'attribution de noms, de mots dans la plupart des cas, ou de parties de mots, à des unités de sens dans les langues humaines. De ce mélange fortuit est né un certain nombre de réflexions. J'ai pris conscience, grâce au livre de Kramare, de l'hypothèse féministe selon laquelle les langues humaines existantes sont inadéquates pour exprimer les perceptions des femmes. Cette hypothèse m'a intriguée parce qu'elle portait en elle un paradoxe inhérent. Si l'hypothèse est vraie, le seul mécanisme à disposition des femmes pour discuter du problème est l'usage de ces mêmes langues présumées inadéquates pour le faire. Il m'est alors apparu une possibilité intéressante dans le cadre de l'hypothèse de Sapir-Whorf, en bref, que le langage structure les perceptions. Si les femmes possédaient un langage adéquat pour exprimer leurs perceptions, cela pourrait refléter une réalité bien différente de celle aperçue par les hommes. Pour moi, cette idée a été renforcée par les articles de Brown et al. Qui font constamment référence à divers phénomènes de lexicalisation comme étant les seules possibilités naturelles et évidentes. Je n'arrêtais pas de penser que les femmes l'auraient fait différemment et que ce que l'on appelait la manière naturelle de créer des mots me semblait plutôt être la manière masculine d'en produire. J'ai lu dans Gödel et Scherbach une reformulation du théorème de Gödel, dans laquelle Hofstadter proposait que pour tout tourne-disque, il existe des disques que l'on ne peut pas passer sur celui-ci, car il s'entraînerait son autodestruction indirecte. Et cela m'a frappé, car si vous mettez cette proposition au carré, vous obtenez l'hypothèse que pour toute langue, il y a des perceptions qui ne peuvent être exprimées car elles entraîneraient son autodestruction indirecte. Et si vous la mettez au cube, vous obtenez l'hypothèse que pour toute culture, il y a des langues qui ne peuvent être utilisées car elles entraîneraient son autodestruction indirecte. Je me suis alors demandé, qu'arriverait-il à la culture américaine si les femmes avaient et utilisaient une langue qui exprime leurs perceptions ? Est-ce que la culture américaine s'autodétruirait ? J'ai concentré mon discours d'invité d'honneur à la WISCON sur la question de savoir pourquoi les femmes décrivant de nouvelles réalités dans des ouvrages de science-fiction n'avaient, pour autant que je sache, traité que du matriarcat et de l'androgynie, et jamais de la troisième alternative basée sur l'hypothèse que les femmes ne sont pas supérieures aux hommes, matriarcat, ou interchangeables avec et égales aux hommes, androgynie, mais plutôt entièrement différentes des hommes. J'ai proposé qu'il était au moins possible que ce soit parce que la seule langue disponible aux femmes excluait la troisième réalité, soit parce que ce n'était pas lexicalisé et qu'il n'existait donc pas de mots pour l'écrire, soit parce que c'était lexicalisé d'une manière si lourde que c'était inutilisable pour l'écriture fictionnelle, ou encore que le manque de ressources lexicales rendait littéralement impossible d'imaginer une telle réalité. Au bout d'un moment, tout cela s'est mis dans l'ordre, et je me suis retrouvée avec un mélange cognitif beaucoup trop fascinant pour être ignoré. La seule question était de savoir comment j'allais explorer tout cela. Une expérience scientifique suivie d'une publication universitaire aurait été plaisante, mais je savais quelles seraient les perspectives de financement pour une étude sur ces questions, et je n'avais pas les fonds privés qui m'auraient permis d'ignorer cet aspect du problème. J'ai donc choisi comme médium l'écriture d'un roman de science-fiction
au sujet d'une Amérique future, au sein de laquelle aurait été construite et employée la langue des femmes. Ce livre, intitulé Native Tongue, a été publié par Dow Books en août 1984. Sa suite, Native Tongue 2, de Judas Rose, est sortie chez Dow en février 1987. Pour écrire ce livre, je me suis sentie obligée d'essayer, au moins, de construire cette langue. Je ne suis pas ingénieure et quand j'écris sur les moteurs, je n'essaie pas de prétendre savoir comment les moteurs sont assemblés ou comment ils fonctionnent. Mais je suis linguiste et savoir comment les langues fonctionnent est censé être mon territoire. Je ne pensais pas qu'éthiquement, je pouvais simplement simuler une langue des femmes ou uniquement insérer une poignée de mots et de phrases hypothétiques pour la représenter. J'avais au moins besoin de la grammaire de base et d'un vocabulaire modeste, et j'avais besoin de découvrir à quoi ressemblerait un tel projet. J'ai donc commencé le 28 juin 1982 la construction de la langue qui est devenue l'Aadan. Parce que je suis linguiste, j'ai étudié de nombreuses langues existantes à partir d'un certain nombre de familles de langues différentes. Pour construire l'Aadan, j'ai essayé d'utiliser des caractéristiques de ces langues qui me semblaient importantes et appropriées. Cette méthode de construction est souvent appelée patchwork et n'est pas considérée d'un très bon œil dans le paradigme patriarcal qui domine les sciences contemporaines. Je vous rappelle néanmoins que chez les femmes, le patchwork est reconnu comme une forme d'art et que sa méthodologie est respectée. Mon objectif initial était d'atteindre un vocabulaire de 1000 mots. Assez, si choisi correctement, pour une conversation ordinaire et une écriture informelle. J'ai dépassé cet objectif très tôt et à l'automne 1982, la revue Women and Language News a publié le premier écrit de cette langue, une histoire de la nativité écrite du point de vue de Marie. Il y a eu un autre facteur qui est entré dans ma décision de construire la Adan, et je l'ai gardé pour la fin, parce qu'il n'était pas là à l'origine, mais il s'est développé à partir du travail que je faisais. Je me suis retrouvée à discuter de l'idée d'une langue des femmes, à expliquer sa nécessité, etc., lors de réunions et de conférences, et avec mes amis et collègues. Et il m'est apparu qu'avec un peu de patience, il était possible de faire passer les concepts nécessaires. Il y avait par exemple le cas concret qu'il n'existe en anglais aucun mot pour nommer ce que fait une femme pendant l'acte sexuel. Cela permet généralement de clarifier certains points. Mais je me suis lassée de ce jeu de questions-réponses. Les gens me demandaient « Eh bien, si les langues humaines existantes sont inadéquates pour exprimer les perceptions des femmes, pourquoi n'en ont-elles jamais inventé une qu'il soit ?» Et tout ce que j'ai pu dire, c'est que je ne savais pas. C'est devenu fastidieux et frustrant, et ce fut un soulagement pour moi lorsque j'ai enfin pu dire « Eh bien, il se trouve qu'une femme a construit une telle langue, à partir du 28 juin 1982, et son nom est l'Aadan. » Ce livre est un manuel de grammaire de l'Aadan accompagné d'un dictionnaire. Ce n'est qu'un début, et pour autant que je sache, le début d'un échec, quelque chose qui n'intéressera jamais personne d'autre que le collectionneur d'exotisme linguistique. Mais parce que ce livre existe, il sera très difficile de perdre l'Aadan dans la façon dont d'autres langues ont été englouties par l'histoire de l'humanité. Pour cela, je suis très reconnaissante aux membres de SF3 d'avoir pensé que ce travail était suffisamment important pour justifier sa publication. Suzette Haddon Elgin, près de Old Alabama, Arkansas. Alabama. Ouais. Alors, on va lire un deuxième texte qui est une lettre. C'est une lettre de Joanna Russ écrite à James Tiptree Jr. en 1974. Donc, juste pour resituer, James Tiptree, c'est un auteur qui, jusqu'en 1976, utilisait ce nom d'homme comme pseudonyme, mais qui en fait était une femme qui s'appelle Alice Sheldon. C'est une femme qui était aussi critique d'art, mais qui a aussi travaillé pour la CIA. Voilà, une vie passionnante. Pilote d'avion aussi. Oui, et pilote d'avion aussi. Et donc là, c'est Joanna Russ qui lui écrit avant de savoir que c'était une femme, en 1974. Cher type, pour la correspondance avec Phil Kadik, je suis désolée, mais je n'ai pas d'exemplaire de ma lettre que j'avais envoyée à John Brunner. Je ne sais pas du tout si elle est arrivée jusqu'à Vector. Phil a écrit une lettre incendiaire à Brunner, que Brunner m'a envoyée, et puis j'ai écrit à Phil une longue lettre, sérieuse et détaillée,
où je lui disais à quel point il était sage et savant, sauf dans ce cas-là. Et nous avons été bons copains depuis, mis à part que je viens juste de lire son discours en entier et le passage sur la femme qui supporte tout m'a fait un peu grincer. Ça n'a totalement aucun sens. Je lui avais dit que je n'aurais jamais pu supporter ce qui lui était arrivé, et c'est vrai. Enfin voilà, je suis désolée. Je ne l'ai pas non plus. Ce qui m'a agacée dans le discours de Philippe Cadic, c'est cette histoire de machine à coudre et ce vieux délire has-been inévitable et immonde de « Ah ah, si un homme viole une machine à coudre, il vaudrait mieux que ce soit une machine à coudre femelle ». Et ça part ensuite dans une description longue et élaborée des machines à coudre femelles débiles qui vont chez le coiffeur, se racontent des potins et ainsi de suite. L'étrange alliage entre la peur et la curiosité, cachée derrière une lubricité nerveuse, avec laquelle tant d'hommes plaisantent en public sur les femmes et qui m'a toujours agacée. Et je pense que j'ai été assez cruelle à ce sujet. Enfin bon, depuis j'ai décidé que les porcs sexistes devaient au moins avoir une chance de prouver que ce sont des êtres humains, et s'ils échouent, je leur écris une seconde lettre dans laquelle je les écrase avec le talon de mes grosses bottes cloutées. Personne ne m'a jamais répondu comme l'a fait Cadic. Apparemment, il s'est véritablement assis et y a réfléchi. Mais la lettre que je lui ai écrite est privée et je peux t'envoyer le carbone, mais c'est très simple. Je lui ai juste dit qu'il était vieux et savant sur certains sujets et que j'avais appris des choses en le lisant, mais que dans ce cas précis, c'était moi qui étais vieille et savante. Je réfléchis à ce sujet depuis des années et j'ai cité un petit bout de Male Chauvinisme, livre de Michael Korda, sur le fait que chaque blague antisémite se tient main dans la main avec les nazis, même inconsciemment, et ainsi de suite. L'inévitable passage du « je ne suis pas queer », espérons que c'est une machine à coudre femelle, m'a vraiment déprimée. Je ne peux qu'imaginer l'enchevêtrement de motivations dégueu que ça sous-entend. Il me semble qu'aucune d'entre elles n'est homosexuelle. Et c'est tellement années 50, du genre « je ne suis pas communiste, mais quelque chose ». Tu vois ce que je veux dire ? Le désengagement rituel de toute participation au mal ultime. Là, j'ai commencé à être très en colère pour beaucoup de mes amis. Et puis, il y a autre chose que quelqu'un d'autre dans ce foutu magazine, à propos de la femme de quelqu'un qui volait la monnaie des yaourts. Ça m'a énervé aussi. C'est les choses que les gens font sans réfléchir qui sont graves. Il n'y a pas longtemps, dans Locus, Charles Platt a écrit sur les dépossédés, voire si contre. L'amour du héros pour sa femme calme et casanière. Et j'ai remarqué que 1. Le mari est désigné par sa profession, la femme par femme, et 2. Waouh, il l'aime et elle n'est même pas belle. Encore de la cruauté sexiste débile. Platt a répondu et a dit que j'étais trop sensible, que Tagver, qui est un personnage du livre, était immonde et pourquoi lui et pas Rosler. Ses relations avec ses amies femmes sont exemplaires pourtant, et il soutient totalement le féminisme, sauf quand il finit en chipotage ridicule. En gros, il me disait d'aller embêter quelqu'un d'autre. Donc, je lui ai écrit une longue et sérieuse lettre sur comment j'avais appris, petite fille, que les hommes étaient des professionnels et les femmes des épouses, et que joli, simple était un attribut avec lequel chaque femme a été marquée dès sa naissance, et que s'il n'était pas d'accord, qu'il essaye de dire « Oh, quel joli petit garçon !» à l'enfant de 3 ans d'une passante dans la rue. Il, elle, appellera probablement la police. Et ainsi de suite. Je m'adressais à lui comme si c'était un saint, bien sûr, et que ses déclarations publiques sont connues de beaucoup plus de gens que sa vie privée exemplaire. J'ai fait une drôle de tête quand il a déclaré dans sa lettre qu'il n'avait aucun préjugé sexiste. Je lui ai dit que s'il n'avait pas ce qu'on avait tous, il était perdu. Je ne devrais pas écrire à tout le monde comme ça, mais je me sens mal si je ne le fais pas. Et vu ce qu'il y a dans les dépossédés, j'ai bien peur que le trou dans lequel Charles Platt est tombé ait été en partie creusé par Ursula Le Guin, qui est, en tant que femme artiste, une horrible tragédie classique. C'est évident qu'elle peut écrire vraiment très très bien, ça lui arrive, mais elle n'écrit jamais sur elle-même, ou depuis son propre point de vue, parce qu'elle ne peut pas imaginer qu'une femme puisse faire quoi que ce soit. Donc, ça nous amène à ce fouillis de livres mi-écrits, mi-construits, dans lesquels on la voit essayer de compenser son manque de connaissances directes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais ça donne toujours au livre une sorte de lourdeur pesante. Et parfois juste partir dans des délires, comme quand elle a écrit La vie en société, par exemple. Sauf quand c'est exotique, mythique.
Je me suis extasiée sur les dépossédés pendant des jours avant de finir enfin par écrire ma review. Je l'ai envoyée à FNSF. Non, ne me demande pas d'une copie. Ça va sortir cet automne, je ne sais pas quand, malgré moi. À propos, Joy in Our Cause, titre pompeux de Carol M. Swiller, est un putain de chef-d'œuvre. C'est absolument incroyable. Elle n'aborde jamais de grands sujets et se limite fermement à ce qu'elle sait et rien d'autre. Et le résultat est terriblement efficace. Je vais résister à la tentation de citer le texte, mais tu devrais te ruer dehors sur le champ et aller l'acheter. Harper & Row. Ce n'est pas un livre féministe, même si l'éditeur a vaguement tenté de le présenter comme tel. Et la dernière nouvelle du livre devrait être Peninsula et non pas Maybe Another Long March Across China, 80,000 Strong. C'est hyper drôle et parfois juste glaçant. À un moment, elle écrit, elle sait ce qu'elle va dire aux gens qui tendent le piège ou au sergent du peloton d'exécution. Attendez, je vais parler. D'une certaine manière, Philippe Cadic est assez bête et je n'arrive pas à être d'accord sur cette idée de voler du Coca-Cola. Enfin, tu sais, si tu veux boycotter ou saboter quelque chose, fais-le publiquement et invite tous les journaux et la télé à venir voir. Mais il donne l'impression d'être un homme bien souffrant et bien harcelé. Jette ton corps sous les roues de la machine de guerre est le genre de choses que l'on dit quand on est désespéré. Comme quand j'étais rentrée à la maison en ruminant « Tuez-les tous, devine qui ?» J'essaye d'être indulgente. En fait, quand ces mecs foirent quelque chose, ça ne m'ennuie pas tant que ça, mais quand c'est une femme, et particulièrement une femme intelligente et talentueuse comme Ursula, ça fait mal. Le livre de Suzy Charnas, infiniment moins bon et moins subtil et blablabla, la devance néanmoins de 10 années-lumière simplement parce que Charnas sait. Elle ne fait pas cette erreur si particulière à la middle class de penser que les homosexuels sont asexuels, ou que l'amour l'emporte toujours, ou qu'une femme ne peut pas faire ce qu'elle veut, même si elle a décidé quelque chose. C'est vraiment une femme qui en impose. Mais tout simplement, elle est allée à certains endroits et connaît des gens dont Ursula n'a même pas idée. Je n'arrive pas à dépasser ce truc sur l'homosexualité dans les dépossédés parce qu'il ressort comme une grosse et vieille ride sur le front. C'est typique de tant d'autres choses. Le système économique de A et O m'a donné le vertige aussi. Voilà le capitalisme qui doit se développer. C'est la loi de sa propre survie. Et par contre, ils ont une population stable, un programme politique aux sonorités écologiques et pas de crise. Et les femmes qui ont 2 enfants par tête ne prennent jamais part à la vie publique. Ce sont toutes des femmes au foyer ou des femmes de la haute. Et son bidonville est tellement incompatible avec une ville moderne qu'il aurait été à sa place dans un roman russe du 19e. C'est n'importe quoi. Si tu lis Walk to the End of the World, tu verras à quel point c'est grossier par rapport à tout ce qu'a écrit Ursula après. Et pourtant, tout est là. Elle est en train d'écrire la suite sur les femmes qui s'échappent et sur quel genre de société elles construisent. J'essaye d'éviter de me faire mal aux yeux, une entreprise impossible pendant un long week-end comme celui-ci. Et je me demande quand est-ce que je devrais commencer à m'occuper de mon courrier. Et je n'en ai pas envie. Maintenant que tu es rentrée, raconte-moi ce que tu es en train de faire et comment tu vas. Johanna. Alors, je vous rassure, Ursula et Johanna se sont réconciliées depuis. Merci.